Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTV Podcast. Aujourd'hui, je reçois Antoine Larose. Antoine qui est agent représentant pour la compagnie OGC. Antoine, bonjour. Comment ça va, Antoine? Bonjour Steve, merci de me recevoir. Super excité d'être avec vous ce matin. Ben oui, je suis content de te recevoir. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Antoine, tu es un tripeux de bike et puis tu travailles dans l'industrie du vélo. Ça fait longtemps. Tu es représentant pour OGC, Outdoor Gear Canada. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, puis après ça, on va expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle? Ben oui, bien sûr. Je m'appelle Antoine Larose, j'ai 40 ans, j'habite ici à Bromont depuis plus de 25 ans. Je suis un petit gars qui a grandi à Laval, qui a toujours été passionné de vélo, de ski. C'est pas mal là-dedans que j'ai baigné toute ma vie. Puis aujourd'hui, c'est ça, j'œuvre dans l'industrie du vélo chez Outdoor Gear Canada depuis plus de 12 ans maintenant. Fait que j'ai eu un parcours quand même assez classique, si on veut, dans l'industrie. J'ai grandi justement en ville. Mes parents ont toujours été des passionnés de plein air, de vélo. Ils m'ont toujours, je dirais, accompagné puis soutenu dans ma pratique du sport. Étant plus jeune, j'ai fait beaucoup de vélo pour le fun. J'en mangeais pas tant que ça, mais c'était plus de façon récréative. Puis en grandissant, j'ai été appelé un petit peu plus à en faire de façon vraiment plus poussée, à se construire des sauts, des petites pistes qu'on se construisait pas loin de chez nous avec les amis. J'ai grandi un peu avec les frères Ménard, donc avec Dominique et Philippe. J'étais très très près de Philippe, le petit frère de Dominique, pour ceux qui connaissent notre beau Dominique. Puis les gars m'ont un peu mis sous leur aile, puis m'ont amené à découvrir vraiment le vélo de montagne, puis éventuellement la course. Donc moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de courses de ski alpin. Puis à un certain point, rendu vers 12 ans, je me suis un peu tanné de la course pour différentes raisons. Je me suis comme rendu compte à un certain point que pour performer puis aller plus loin dans ce sport-là, ça prenait beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Mes parents avaient un revenu qui était moyen, on n'était pas riches chez nous, fait que des saisons de ski de 50-75 000 $, c'était pas possible chez nous, là, c'était vraiment pas quelque chose de possible. Puis ça m'a comme un peu dégoûté à un certain point. Je trouvais que c'était un peu injuste. J'avais vraiment un sentiment d'injustice que pour percer, pour aller plus loin, ça prenait 4-5 paires de skis, ça prenait des camps d'entraînement l'été, tout ça. Fait que ça m'a un peu vraiment éloigné de la compétition, tout sport confondu. Moi, ce que je voulais, c'était d'avoir du plaisir. Je voulais skier pour le fun, je voulais faire des sauts. Puis, à un certain point, là, j'étais rendu ado, j'allais à l'école, il fallait que je gagne ma vie aussi. Fait que ça m'a amené à coacher, justement, les clubs de course et tout ça. Puis, j'ai gravité là-dedans pendant longtemps. Puis ensuite, en me tenant beaucoup avec les frères Ménard, eux étaient des accros de course, de descente, de vélo de montagne. Puis moi, je faisais de la descente vraiment plus pour le plaisir. Puis éventuellement, les gars m'ont poussé à amener à faire un petit peu de course. Puis finalement, j'ai retombé un peu dans le panneau. Puis j'ai pris goût à ça. Puis j'ai évolué. J'ai fait de la course de cross-country au début quand j'étais plus jeune. Après ça, j'ai fait de la course de descente. J'ai œuvré au niveau circuit québécois, circuit national pendant plusieurs années. Fait que j'ai quand même bien tiré ma bosse. J'ai fait une coupe de podium, j'ai gagné des titres de cumulatifs sur les Coupes Québec et tout ça. J'ai fait des projets avec l'équipe nationale. Fait que ça a été une super belle aventure. J'ai vraiment trippé là à ce niveau-là. Puis c'était dans les fin des années 90 dans début 2000, je dirais là. Fait que fin 90, début 2000. Puis jusqu'à peut-être 22, 25 ans là, j'ai fait de la course de façon un peu plus sérieuse. Puis ensuite j'ai fait plein d'autres choses à gauche à droite à travers tout ça. J'ai travaillé beaucoup dans des magasins de vélo aussi étant plus jeune. J'ai travaillé chez Auberson pendant plusieurs années à l'époque où ils vendaient juste du ski. Il y avait pas de vélo à cette époque-là. J'ai travaillé chez Momo Sport ici à Granby. J'ai travaillé au GS Ski Shop à Sutton, des petits magasins de ski. Puis là en même temps que je travaillais dans les magasins, je faisais du coaching également. Fait que je coachais ici. On est en ce moment au Centre national de cyclistes de Bromont. Fait j'ai travaillé longtemps au centre ici à coacher tous les programmes de développement avec les enfants, donc les camps d'été, les programmes de sport-études, donc avec Yann Hughes et Sébastien Travers qui étaient les entraîneurs de l'équipe nationale à l'époque. Donc j'œuvrais un peu sous leur aile, puis j'ai appris beaucoup en fait à coacher comme ça. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Moi comme scolarité, j'ai fait un DEC en tourisme comme guide, fait que ça avait rapport mais pas rapport en même temps, dans le sens où c'était de la gestion de groupe, c'était de gérer les enfants.
Puis ben au final, je trouvais que c'était une belle combinaison de ce qui me passionnait, de partager ma passion, partager les habiletés avec les jeunes, puis en même temps, ben, je faisais ce que j'aimais, puis ça me permettait de m'entraîner aussi en même temps. Donc c'était un peu une pierre deux coups. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est ma conjointe qui s'occupe ici au Centre national de tous les programmes sport-études. Fait que c'est comme un cercle complet là, qui vient de se compléter, tu sais. Fait que ça reste dans la famille. On continue de partager notre passion avec la prochaine génération qui, soit dit en passant, est pas piqué des verres. Non, c'est ça. Puis j'en profite, tandis que tu me fais penser, là, je remercie le Centre national, le CNCB ici, de nous prêter le local aujourd'hui pour cette rencontre-là. Nicolas, toute l'équipe, on vous aime. Yes. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, tu es dans le monde du vélo vraiment là, depuis longtemps. Comment l'opportunité s'est présentée ou comment c'est arrivé dans ta vie, le rôle de représentant? Écoute, c'est un peu un heureux hasard, en fait. Après avoir coaché pendant bien des années ici au centre puis travaillé dans les magasins de vélo, j'ai eu une opportunité d'aller travailler chez Expresso, qui était un fabricant de vélos ici à Bromont. Mm-hmm. On était une toute petite équipe. C'est un homme du nom de Hugo Bardou qui possédait la compagnie Expresso. Puis à l'époque, il fabriquait les vélos dans son garage ici à Shefford. Donc c'était vraiment une entreprise très familiale. On était 4-5 employés. On était une toute petite gang. Fait que j'ai rencontré en fait Philippe Benoît qui était le soudeur machiniste. Philippe, c'est un bon ami, c'est mon voisin en fait actuellement là ici à Bromont. Oui, on connaît bien Philippe que j'ai déjà interviewé d'ailleurs. Ouais. Phil, c'est tout un animal, un athlète d'exception puis un artiste complètement hallucinant, un homme qui a beaucoup à partager puis qui est hallucinant, en tout cas. Bref, puis qui a des histoires incroyables à raconter, là. Vraiment, un gars qui a grandi dans l'industrie, qui a travaillé pour Balfa, qui a vécu dans l'Ouest canadien pendant des années, qui a eu un parcours de vie qui est quand même assez hallucinant. Puis aujourd'hui, ben, il vit de sa passion, il fabrique des bikes complètement fous ici à Bromont. Fait que bref, j'ai rencontré Philippe après ma barre, c'est lui qui on avait des amis, on venait faire des jumps puis on venait errer ici au Centre national le soir à s'amuser. Puis ben Philippe m'a mis en contact avec Hugo, puis Hugo avait besoin d'aide pour quelqu'un au niveau des ventes. Okay. Fait que compte tenu que j'étais déjà un peu dans le milieu des ventes de vélo puis de ski, plutôt au niveau de détail, ben ça m'intéressait puis je trouvais ça passionnant de fabriquer des bikes ici au Québec, t'sais. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble, je m'occupais vraiment de développer du marché, d'essayer d'ouvrir des nouveaux détaillants, gestion de l'équipe de course, achat des composantes. Fait qu'on était une petite équipe, en fait que tout le monde venait à faire un peu de tout. Ensuite, Expresso a déménagé. On a eu la chance d'avoir un beau local dans le parc industriel de Bromont où on pouvait avoir vraiment les bureaux, une salle de monte, notre usine de fabrication. Fait que, histoire courte, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans chez Expresso à développer la marque puis travailler avec les gars. J'ai appris vraiment beaucoup. Ça a été une école qui était incroyable. On était une petite équipe. On faisait des vélos qui étaient un peu hors normes. Mm-hmm. Donc, on avait une clientèle qui nous suivait. On avait des bikes qui étaient vraiment uniques pour l'époque, qui étaient innovants. Puis ben ça m'a permis de croître puis d'apprendre. J'ai peaufiné mon anglais, apprendre à aller développer des nouveaux marchés aux États-Unis, en Ontario, continuer de travailler avec l'équipe de course. À l'époque, ben j'étais un peu à la fin de ma carrière de coureur, fait que là j'essayais justement de me monter une équipe puis d'être capable d'aller faire les différentes courses puis de faire rayonner les bikes de Vélo Expresso autant au niveau cross-country qu'au niveau descente. Donc on avait vraiment deux équipes si on veut qui œuvraient sur les différents circuits nationaux puis en Coupe du monde. Fait que ça a été une très belle école. Puis ben à un certain point, j'étais dû pour de nouveaux défis, j'avais besoin de passer à autre chose. Puis à l'époque, le représentant de Outdoor Gear Canada, il s'appelait Jack Trudel. C'était un gars que je connaissais depuis des années. Jack avait œuvré chez plusieurs distributeurs également. Puis il cherchait de l'aide pour avoir un sub-rep, quelqu'un vraiment pour l'aider, pour développer du marché puis faire le service au niveau des clients. Fait que j'ai eu une opportunité, Jack me fait confiance, il m'a offert le poste, puis ben c'est comme ça que j'ai rentré chez OGC, puis que j'ai pu commencer à travailler sur la route, puis aller faire ce volet-là du travail qui était un peu différent de ce que je faisais chez Expresso. Chez Expresso, on touchait à tout compte tenu qu'on était une petite équipe, fait que j'avais plusieurs rôles. Chez OGC, quand j'ai commencé, ben c'était vraiment plus un travail d'offrir du service, faire des cliniques, faire du marchandisage. Donc j'étais le bras droit de Jack pour l'aider un peu dans toutes les démarches auprès des détaillants. Puis ben quelques années plus tard, Jack a décidé de poursuivre des nouveaux défis. Puis moi, j'ai pris le poste vraiment à temps plein de gérant de territoire pour Outdoor Gear. On est 3 représentants là au Québec. Okay. Donc on travaille beaucoup en équipe. On est appelé à travailler souvent avec certains détaillants en combinaison.
Donc, certains détaillants ont des magasins sur plusieurs territoires. Donc, inévitablement, on se met ensemble puis on offre du service tout le monde ensemble. Fait que c'est une belle équipe. Tu sais, pour vous mettre un peu en perspective, là, OGC, ça existe depuis les années 80, 90, là, fin 90, 78, je pense, la première année. Okay. Puis c'est une entreprise qui est indépendante, qui est montréalaise, qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle David Bowman. Puis David, en fait, a débuté son entreprise de façon très humble. Il a pris l'autobus, il s'est rendu chez Kryptonite aux États-Unis, au Massachusetts. Il a acheté une boîte de cadenas. Puis lui, dans ces années-là, il trouvait qu'il y avait vraiment une effervescence au niveau des accessoires. Le vélo prenait de plus en plus de part, surtout au niveau des étudiants sur les campus universitaires. Donc, David a commencé à distribuer les cadenas Kryptonite, qui était sa première marque qui a fondé un peu OGC. Ça a commencé dans un sous-sol, dans un garage. Il y était 3-4 employés comme ça. Puis, 40 ans plus tard, aujourd'hui, on est un des plus gros distributeurs canadiens. Donc, on a plus de 35-40 marques là qui sont sous notre tutelle. Puis c'est une belle histoire parce que David est toujours notre président. C'est toujours lui qui est le chef de marque chez Kryptonite. Donc, s'occupe toujours de gérer ça. Donc, c'est une très belle entreprise. Beau distributeur. Puis ce qui nous distingue, c'est qu'on est indépendant. On focus vraiment sur amener des produits un peu plus haut de gamme sur le marché. Puis le focus, c'est toujours d'avoir des produits qui sont numéro 1 dans leur catégorie respective. Donc, okay. Pour vous dresser un portrait global là, de ce qu'on fait, les casques Bell et Giro, donc sont une marque importante chez nous. On distribue les pneus Continental, Vittoria, on fait Wolftooth, on fait DT Suisse, Hollins, Finish Line, pour vous en nommer là, seulement que quelques-unes. Beaucoup de composantes de BMX également, plusieurs marques de BMX. On fait les outils Unior. Puis ensuite, on a des marques de vélos qu'on distribue également. Donc, Opus est notre marque maison. Donc, il focus surtout sur les vélos électriques, vélos urbains, vélos d'enfants. L'obsession d'Opus, c'est d'amener des vélos de bonne qualité à un prix raisonnable pour le commun des mortels, le commun des cyclistes, si on veut. Donc, la compagnie a changé beaucoup avec le temps. On a déjà eu des gammes très larges. On a déjà fait des vélos double suspension en carbone. On a eu des équipes de course sur les circuits en route et cross-country. Puis aujourd'hui, la marque s'est vraiment concentrée plus dans une offre urbaine puis une offre qui fait du sens pour tout le Canada parce qu'on reste un distributeur, une marque canadienne. Oui. Puis ensuite, depuis 2 ans, 3 ans, là, on entame notre 3e année. On distribue les vélos espagnols Mondraker. Donc, une compagnie très haut de gamme qui focus surtout sur le vélo électrique. Par contre, on a une offre qui est très globale aussi dans le vélo régulier, donc tant du vague de course de cross-country jusqu'au vélo de descente, donc dans tous les créneaux, tous les types de débattements en alu, en carbone. Oui, donc ils sont quand même des vélos très haut de gamme. Là, puis on totalement. Sur la Coupe du Monde, pour ceux qui suivent ça un petit peu, il y a Run and Done qui court et puis aussi Dakota Norton et là qui est Ryan Pinkerton. Dakota est à la fin de son contrat, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il y en est là pour la suite des choses. Mais je suis pas inquiet là, les gens chez Mondraker, c'est vraiment des passionnés de course, c'est des gars qui trippent là-dessus, ils trouvent que c'est la Formule 1 du vélo, puis ils investissent des sommes colossales là, dans la création des équipes de course comme ça. Pour eux, ça fait du sens, c'est la meilleure façon de faire rayonner leurs produits au niveau international. Puis là surtout Mondraker avait jamais été vraiment distribué en Amérique du Nord, donc c'était seulement en Europe, en Océanie, en Asie. Puis là, depuis 2 ans, en fait, nous, on a pris la distribution canadienne. Ils ont ouvert un bureau aux États-Unis également, donc ils se distribuent eux-mêmes aux États-Unis. Puis ils nous ont donné la distribution ici pour le Canada. Mondraker en tant que tel, ils ont quand même un rôle super important qui ont joué dans l'industrie du vélo dans je dirais peut-être les 15 dernières années. Là, c'est pas mal eux qui ont apporté la géométrie qu'on a aujourd'hui, tu sais, les vélos un peu plus longs, le reach plus long, la géométrie plus ouverte. Effectivement. Ce que ça a évolué. En tout cas, en vélo de montagne, là, ça a fait un déclic, je pense, là, au niveau global. Fait qu'ils ont été assez innovateurs là-dedans, puis encore aujourd'hui, je pense qu'ils sont assez en avant-plan là. Vraiment, tu sais, en 2001, en fait, dans le début des années, Mondraker a été fondé en 2001 en fait, puis un peu avant ça, ils fabriquaient quand même des vélos. Après ma base, c'était un distributeur un peu comme OGC, donc c'est eux qui ont les droits de distribution des pièces. SRAM, ils vendent Giro, ils vendent Trolley Design, ils vendent plusieurs composantes en Espagne, puis dans plusieurs pays d'Europe également. Puis à un certain point, ils se sont décidés, un peu comme nous avec Opus, de créer leur propre marque de vélo. Puis les gars, c'est des gars des tripeurs de vélos d'enduro, de descente. Donc après ma barre, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'être innovateurs, de pas sortir un vélo qui était comme tous les autres. Ils ont décidé vraiment de tester différentes choses. Il y avait un designer, un ingénieur mécanique à l'époque qui travaillait chez Mondraker qui s'appelle César Rojo. Donc César, c'est un tripeur, c'est un gars qui
pensent un peu en dehors de la boîte. Maintenant, ils possèdent une compagnie qui s'appelle Uno, pour certains qui connaissent, là, des vélos qui ont des looks assez spéciaux. Oui, c'est assez flyé. Donc, César et Fabien Barrel, qui était l'athlète Mondraker à l'époque, ont développé ensemble les premiers vélos avec ce qu'ils appellent encore aujourd'hui le Forward Geometry. Donc, l'idée, c'est d'avoir un reach qui était beaucoup plus long que ce qui était la norme à l'époque, avec un départ de fourche plus court. Donc, à l'époque, les fourches avaient pas mal toutes 52-54 mm de départ. Donc, c'est la distance entre le pivot de la fourche et l'axe de la roue avant. Donc, avec le temps, maintenant, les pivots se sont raccourcis. Maintenant, on est à 42-44 millimètres de départ. Avant, c'était beaucoup plus long. Puis, ils ont décidé de travailler aussi avec des potences très courtes. Fait que faire un devant de vélo qui était beaucoup plus long, mais une potence très courte, même que les premiers prototypes avaient 0 degré. Donc, c'était en ligne directement avec le steer tube. Puis l'idée, c'était d'avoir un bike qui était vraiment plus stable, qui positionnait le pilote en plein centre du vélo. Puis c'était spécialement intéressant pour les grandes personnes. Donc, quelqu'un qui mesurait 5 et 10 en montant ou 6 pieds 2, les grands pilotes, ben là, c'était comme un peu la première fois qu'il y avait des vélos qui étaient adaptés à leur morphologie, dans le sens où à l'époque, les bikes avant, les empattements étaient très courts, les angles de fourche étaient beaucoup plus fermés aussi. Donc, ils ont testé des choses. À l'époque, c'était des vélos qui semblaient un peu hors normes. C'était vraiment des vélos faits pour aller vite, là. Ça plaisait aux pilotes d'expérience, aux gens qui cherchaient de la stabilité, de la vitesse, parce qu'inévitablement, en ayant une géométrie un peu hors norme comme ça faisait des bikes qui étaient très longs. Mais, encore là, t'avais un avantage drastique au niveau de la performance. Puis, si on saute encore là 20 ans plus tard, là, tous les fabricants maintenant ont adopté un peu cette philosophie-là à plus ou moins grande échelle, si on veut, mais maintenant, c'est la norme d'avoir des reach qui sont de plus en plus grands. T'sais, à chaque fois que les fabricants sortent un nouveau bike, ils vont le mettre plus long, plus slack, plus bas. Nous, il y a 20 ans, on le faisait déjà. T'sais. Fait que, encore aujourd'hui, on est peut-être considéré comme un peu extrémiste au niveau des géométries, donc ça plaît à certains types de pilotes. Par contre, dès que tu le prends en main, dès que tu le laissais, tu vois assez rapidement à quel point c'est avantageux d'avoir un empattement qui est un peu plus long. C'est sûr que dans des pistes qui sont très, très serrées, très basse vitesse, tu vas devoir travailler un petit peu plus fort pour placer ton vélo adéquatement. Par contre, quand c'est ouvert et que ça roule pour vrai, ou en situation de course, ou quand c'est le temps d'aller vite, c'est assez drastique comment c'est un avantage, en fait. C'est drôle parce que, tu sais, Fabien Barrel, c'était un athlète, tu sais, que j'ai toujours admiré puis suivi depuis longtemps. Puis je connais un petit peu son histoire, puis c'est quelque chose qui avait, ça fait longtemps, tu sais, que ça germait dans son esprit, puis qu'il avait testé, il avait modifié des cadres. Je me rappelle pas à l'époque sur quel vélo. Avec Kona pendant plusieurs années. C'est ça. Il avait modifié des Kona, il les a allongés, le top 2 pour être capable justement d'aller chercher un petit peu il était à la quête de ça, là, d'aller chercher un peu plus de stabilité à ce moment-là. Là. Fait que c'est des choses qui ont évolué avec le temps. Puis c'est drôle. Hein? Ça a toujours été des gains marginaux que les pilotes essayaient de chercher. Puis inévitablement, à l'époque, les pilotes avaient pas toujours des cadres sur mesure puis des vélos qui n'existent pas. T'sais, aujourd'hui, les pilotes des grandes équipes sont chanceux. Ils ont des bicycles qui sont custom, spécifiques pour leur morphologie ou pour leurs besoins. T'sais, à l'époque, les gens prenaient les vélos de production puis essayaient de les modifier un peu comme ils pouvaient. Donc là, ça a changé. Là, maintenant, c'est un peu une approche Formule 1 où les marques vont faire de la recherche et développement avec les vélos de coureurs quelques années d'avance. Puis là, une fois que les produits se rapprochent de quelque chose qui fait du sens, ils sont capables de passer en production. Mais encore là, des fois, ils vont changer un peu la géométrie. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de descendre avec un vélo de 60 degrés ou 62 degrés d'angle de fourche. Faut que t'ailles vite pour vrai. Là, fait que ça plaît, c'est spécifique, ça plaît à certains types de pilotes, mais c'est pas grand public encore là. Des fois, c'est inspiré un peu de ce que les athlètes ont besoin, mais après ça, ce qui est bon pour la grande majorité des gens est pas exactement ce qui est parfait pour les top coureurs ici au niveau international. Il y a une chose aussi qui est remarquable chez Mondraker, c'est l'aspect esthétique. Le côté design, on sent qu'il y a quand même une recherche là qui est de se démarquer. Vraiment. Une intention de se démarquer là-dedans. Je regarde le top tube qui est super fin au niveau là, près de la tige de sel. Il y a quelque chose de vraiment là racé dans ces designs-là. C'est des épicuriens, nos amis espagnols. Ils trippent vraiment. C'est des gars qui sont passionnés de course automobile, de belles choses, de voitures de course, de moto GP, de course à pied. On a eu la chance d'aller visiter en fait l'usine à Alicante dans le sud-est de l'Espagne il y a 2 ans. Puis quand tu tombes dans les salles de design au niveau de l'équipe de concepteurs, c'est vraiment intéressant de regarder sur les murs toutes les inspirations qu'ils vont chercher. Fait que c'est vraiment des voitures de course, des souliers,
des beaux designs, ils vont aller chercher plein de couleurs, puis toutes ces espèces de belles lignes-là les inspirent vraiment pour la conception, le design des bikes. T'sais, on reconnaît vraiment les vélos par l'espèce de petit triangle en avant au niveau de la colonne de direction, comme tu dis, les top tubes qui sont fins. Puis le langage de design de tous les vélos est le même. Donc, quand tu passes d'un vélo de cross-country jusqu'au vélo de descente, les lignes, le système de suspension reste le même sur l'ensemble de la gamme. Donc, pour eux, ça, c'est bien important d'avoir quelque chose qui est uniforme. Puis quand tu le vois, la silhouette d'un vélo Mandraker de loin, tu le reconnais instantanément. Que ce soit un vélo de gravel ou un vélo de downhill, là, tu le reconnais immédiatement. Là. Exact. Puis aussi au niveau des peut-être les couleurs utilisées et tout ça. Là, c'est, ça, c'est impressionnant. En fait, ils font c'est toujours des petites séries. Donc, ils vont toujours faire un modèle qui va durer 1 ou 2 saisons, puis ensuite l'esthétique et les composantes vont être revampées, mais souvent les plateformes vont faire plusieurs saisons. Mais ils ont en fait, les cadres sont faits à Taïwan, mais les bikes sont tous assemblés directement à leur usine à Alicante. Puis à côté de l'usine, ils ont vraiment une chambre de peinture qui est exactement la même qu'ils ont à Taïwan. Okay. Fait que ce qui est le fun, c'est que quand les gars font des projets pour les coureurs, pour des vélos spéciaux, où ils ont une série de vélos qui appelle Unlimited, donc on offre toujours des kits cadres qui sont uniques avec des couleurs vraiment différentes. Donc, ils sont capables de faire de la recherche et développement, de peindre des couleurs, de peindre des nouveaux designs. Puis une fois que tout est réglé, ben ils sont capables d'envoyer la recette directement à leur deuxième boot de peinture en Asie à côté de l'usine. Fait qu'ils sont capables vraiment de faire des peintures qui sont uniformes, qui sont custom comme ça d'une année à l'autre. Puis une chose qui est le fun aussi, cette année, on introduit en fait des options de personnalisation pour les vélos. Fait que certains modèles cette année dans les vélos de gravel et de cross-country vont être offerts avec 4 différentes peintures et en fait, c'est comme si tu choisis ta couleur, tu choisis ton groupe de pièces. Donc, ils vont aller dans cette direction-là là, pour avoir un peu plus de personnalisation au fil du temps. Ils le font sur le vélo de gravier en carbone également. Ah ouais, okay. Donc, d'avoir un peu plus d'options custom pour avoir des bikes uniques puis de permettre de sélectionner vraiment le modèle à ton goût. T'sais. Fait que ça, c'est quand même le fun là, de cette direction-là. Je serais pas inquiet qu'ils agrandissent ça puis qu'ils l'offrent sur plusieurs autres modèles pour la suite des choses. Ouais, c'est vraiment fascinant. C'est trippant au bout. Puis au niveau de la descente, de la Coupe du Monde, ou que ce soit le cross-country aussi, toi, t'es présent souvent là, quand on s'est croisés au Mont-Saint-Anne. Fait que t'es-tu un petit peu impliqué lorsque les gens viennent ici au Canada, par exemple, là, où j'imagine tu vas traîner autour du paddock. C'est sûr qu'on va checker ça. On a une très bonne relation avec les gens de Mandraker. Notre représentant de Mandraker qui habite en Angleterre, qui gère tous les distributeurs internationaux, est venu au Mont-Saint-Anne passer la semaine avec nous. Ah ouais. Donc ça c'est toujours le fun pour nous parler un peu de ce qui s'en vient pour le futur. Il fait le pont entre l'équipe de course et nous. Pour vous donner une idée, nous notre rôle un peu, c'est sûr, c'est de faire la promotion. On est là pour on a un gros paddock, on est là pour faire la promotion tant des vélos puis des différentes marques qu'on distribue. On est allé visiter l'équipe de course, on est allé jaser un peu avec eux, on a tenu une séance de signature d'autographes en dessous de la tente, fait que ça fait des événements qui sont agréables. Par contre, c'est garder en tête que les business de course, c'est des business à part entière. Donc, les équipes sont indépendantes. Ils appartiennent à Mandraker, là. C'est vraiment, on donne pas les équipes à contrat. C'est vraiment au niveau du bureau chef qu'on va gérer toute l'équipe. Fait que nous, notre rôle, c'est plutôt plutôt un niveau logistique. Donc, l'équipe de course va shipper le stock chez nous, chez OGC. Nous, on va amener le stock après à la Coupe du Monde. Fait qu'on va comme être un peu une espèce de facilitateur pour amener les tentes, amener les bicycles, amener les pièces de spare, alouettes. Mais une fois qu'on est sur place, chacun fait ses affaires. C'est quand même sérieux, là. T'sais, les gars sont pas dérangés, ils sont focus, ils sont autonomes, ils font leurs affaires. Fait qu'on va leur rendre visite, on va leur jaser ça un peu, mais on essaie de pas les déranger puis de leur laisser faire vraiment leur chose. T'sais. Fait que c'est le fun d'être là, d'être en contact avec eux. Par contre, ils sont là pour travailler, ils sont pas là pour niaiser puis faire des niaiseries avec nous. T'sais. Fait que on reste un peu chacun de notre côté à ce niveau-là. Mais oui, pour nous, la Coupe du Monde, c'est un des événements les plus importants de l'année. T'sais, il y a Crankworks à Whistler, il y a la Coupe du Monde. Après ça, il y a tous nos petits événements régionaux, nos démos puis les événements qu'on fait avec nos détaillants locaux. Mais la Coupe du Monde, c'est le gros party de l'année. C'est un événement qui est complètement hallucinant. On rencontre des gens de partout en Amérique. C'est quand même fou. Là. On a vu du monde de loin aux États-Unis, des gens d'Europe,
tous les gens du Canada qui viennent visiter les gens de l'Ouest et tout ça. Fait que pour nous, c'est un événement qui est super important. Puis ben pour la suite des choses, même si on revient pas avec la Coupe du Monde l'année prochaine, il va y avoir Crankworx qui va revenir, il va y avoir d'autres types d'événements. Ça va être un peu différent, ça sera pas la Coupe du Monde, mais j'ose espérer que ça va être un événement qui va être complètement hallucinant pour le futur, puis qui va quand même, le but là de ça, c'est de rassembler notre communauté, de rassembler tous les acteurs du sport, puis de célébrer notre culture, célébrer le vélo dans toutes ses formes ici au Québec, tu sais. Puis le Mont-Saint-Anne, c'est une institution, c'est une montagne qui est complètement hallucinante, c'est un dénivelé qui est important ici au Québec, fait que mais ça va faire du bien de voir quelque chose de différent aussi, tu sais, de voir qu'est-ce qu'ils vont amener au Québec pour le Crankworx, que probablement qu'on n'aura pas vu ailleurs, là, mais ça va avoir beaucoup de travail à faire l'été prochain pour totalement. modeler la montagne. Je pense qu'il y a une équipe d'organisation qui est bien ferrée pour prendre la balle au bon. Donc, eux autres, ils se laissent pas abattre là, par la décision de l'UCP et de Warner Brothers de pas nous donner la course cette année. Fait que ils se lèvent les manches, ils y vont, puis ils vont nous organiser un événement qui va être à la hauteur de nos attentes par rapport à ce qu'on vivait à l'époque à la Coupe du Monde. T'sais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont quand même faire différents types de courses. Il va y avoir des courses de descente, les courses de slopestyle, absolument, mais il va y avoir des courses de cross-country aussi qui vont être importantes dans la culture locale à Québec. Donc, est-ce qu'il va y avoir la même liste d'athlètes qui va être là? Peut-être pas. Par contre, il va quand même avoir des beaux événements, un beau village d'exposants, puis de célébrer notre culture, puis faire le party le soir. Là. Ça va être ça qui va être le fun, tu sais. Ça va quand même, ça va être trippant, ça va être le fun d'aller voir certainement. Ça va être un rendez-vous pour. Vraiment. À quel moment de l'année se rappelle? C'est supposé être la fête du travail, okay, mi-septembre, là, un petit peu plus tôt que cette année, ça a été. Fait qu'on va être encore dans des belles températures, les feuilles vont être là, fait que ça va être cher. Puis dans tes relations que tu as avec une compagnie comme ça, comme Moonraker, as-tu des hints un peu à savoir vers où l'industrie s'en va? C'est quoi les innovations qu'on peut voir découler des recherches et développements qui sont faites au niveau de la course? Tu sais, on sait qu'il y a à chaque année, les équipes sont à la recherche là, du gain minimal, toutes les petites millisecondes qu'ils peuvent aller chercher, mais au-delà de ça, c'est que ça, tous ces tests-là, ces recherches-là, amènent des fois des changements là, qui vont se rendre jusqu'au vélo là, que monsieur, madame, tout le monde peut acheter. Là, ouais. Ben, je pense que ça dépend, tu sais, je pense que le cross-country et la descente ont des approches qui sont très différentes. Oui. Donc, au niveau du cross, ils veulent avoir des bikes qui sont très légers, qui sont efficaces. Maintenant, la technologie est omniprésente au niveau des vélos. On a des suspensions électroniques qui se barrent automatiquement. Le choix des pneumatiques va avoir une grosse influence aussi en fonction des parcours. Donc, je te dirais que la recherche et développement au niveau du cross-country est un peu différente versus la descente. Au niveau de la descente, ben là, on peut en parler pendant longtemps. Là, il y a beaucoup de tests qui sont effectués avec différentes géométries, différents types de construction de cadres. Ce qui a été l'obsession un peu ces dernières années, ça a été la flexibilité des cadres. Oui. Donc, il y a beaucoup, depuis toujours, on travaille avec la flexibilité des roues puis le design des cadres et tout ça. Mais là, ces dernières années, ça a été poussé un peu au prochain niveau. Fait que les cadres ont des pièces mobiles qu'on peut changer pour jouer avec la flexibilité tant latérale que longitudinale au niveau des cadres. Donc, jouer avec les tunes des amortisseurs et des suspensions en fonction des parcours. Donc, vraiment avoir des valving, des internes au niveau des amortisseurs qui sont spécifiques en fonction des vitesses puis des impacts puis des niveaux de pente au niveau des différents parcours. Même chose au niveau du blocage électronique des suspensions. Donc, en descente, ça a été inspiré un peu du cross-country, inspiré de la moto également. Donc, ils ont vraiment des boutons sur le guidon qui leur permet de jouer avec la compression de l'amortisseur sur le fly. Puis l'autre aspect qu'ils ont testé ces dernières années aussi, c'est ce qu'on appelle un mass damper. Donc, vraiment un tube avec une masse, avec 2 ressorts en haut et en bas, qui permet en fait de réduire la vibration lors de certaines situations sur le vélo. Donc, ils vont en mettre un au niveau de la tige de selle, ou du moins près de la jonction du collet de selle. Un au niveau de ils peuvent en mettre un sur le triangle arrière également, derrière le dérailleur ou le disque. Puis ils peuvent en mettre un aussi sur la colonne de direction en avant. Tu penses que c'est quelque chose qui peut venir au grand public, ça? Les mass dampers ou cette technologie-là qui pourrait amener peut-être un peu plus de confort dans d'autres types de vélos? C'est des gains marginaux, là. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on peut ressentir, moi et toi, là, mettons. C'est sûr qu'on peut le ressentir, mais à quel point ça va nous faire aller peut-être un peu plus vite. On va peut-être avoir un petit peu moins mal aux mains, mais c'est comme la somme de toutes ces petites
détails-là qui vont faire la différence. C'est pas juste une chose. Il y en a eu des amis, il y en a du monde qui les ont essayé les Mass Damper cette année. Oui, ils trouvaient ça bien cool. C'est une coupe de 100$ investie, puis tu vas le tester à différents endroits sur le vélo. T'sais. Est-ce que ça s'adresse au grand public? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment plus la somme de tous ces gains marginaux-là qui va faire en sorte que tu vas aller chercher 2-3 secondes au final. Mais c'est pas quelque chose que tu vas dire qu'on pourrait mettre sur un vélo de milieu de gamme qui va dire aux gens, mais ce vélo-là, à cause qu'il y a un Mass Damper, c'est plus confortable sur tes sorties tous les jours. Je pense pas que le commun des cyclistes va voir la différence instantanément. Je pense que d'avoir la bonne pression des pneus va faire beaucoup plus de différence, d'avoir un entretien de suspension qui est rigoureux. Tu sais, ce qui arrive, exemple, avec les suspensions, c'est que les gens vont pas faire leur entretien de façon rigoureuse au niveau du lubrification, au niveau de changer les huiles, au niveau des cartouches et tout ça. Fait que ce qui arrive, c'est que là, tu pars ta saison, tu roules avec ton bicycle, ta fourche et ton amortisseur se dégradent tranquillement pas vite, puis tu t'en rends pas compte. Parce que tu t'habitues, parce que la dégradation est très progressive. Mais là, quand tu fais ton service de fourche de 50 heures, de 200 heures, ben là, la prochaine ride après, là, t'en reviens pas comment ça va bien, puis que, j'ai moins mal aux mains, le bicycle qui traque, ça fonctionne bien. Fait que ça te tape d'en face quand tu passes de un à l'autre drastiquement. Fait que quand tu goûtes à ça, puis que tu te rends compte que ça fait, puis que t'es un peu mécanicien, puis que t'as le goût de le faire chez toi, puis c'est pas trop compliqué. Là. Maintenant sur YouTube, il y a toutes les vidéos, les fabricants sont très ouverts à offrir les procédés de service comme ça. Fait que si t'es curieux puis que t'aimes ça jouer dans la mécanique un petit peu, ben ça fait une différence qui est juste hallucinante. Fait que quelqu'un qui est rigoureux puis qui suit les procédures puis qui suit les 50 heures, les 200 heures de service, ben va avoir un gain qui va être drastiquement plus grand que de mettre des petites pièces puis des petits trucs mobiles comme ça sur leur vélo, tu sais. Fait qu'ensuite, c'est vraiment ça. T'sais, tant qu'à moi, ce qui va faire la plus grande différence pour la majorité des cyclistes, c'est le bon choix de pneumatiques, la bonne pression dans les pneumatiques, les réglages au niveau des suspensions, puis au niveau des points de contact, donc des poignées adéquates, des pédales qui sont adéquates, des grips, l'angle des leviers de frein. Donc, tous ces petits réglages-là vont faire en sorte que le vélo va aller encore beaucoup mieux. Puis après ça, si on veut pousser le sport, ben on peut jouer avec la tension au niveau des roues. Donc, pour avoir une roue qui est un peu plus flexible, qui va aider, tu sais. Fait que, puis c'est de tester également, c'est de faire tu sais, souvent, on prend pas le temps de faire des réglages adéquats. Je pense, exemple, de ce temps-là, on est aujourd'hui, là, on est le 7 novembre, il fait froid à l'extérieur. Fait qu'une journée où il fait 22 degrés, puis une journée qui fait 4 degrés, les suspensions, là, ils réagissent pas pareil, ils fonctionnent pas du tout de la même façon. Fait que de prendre le temps de faire des ajustements puis de faire des tests en fonction des températures puis des différents parcours pour optimiser ton réglage puis que ça soit adéquat pour certaines températures ou certaines élévations. Tu sais, en Europe, ils sont à 3000 mètres. La suspension, la pression est pas la même que quand t'es à 100 mètres au niveau de la mer. Fait que je pense que d'être organisé puis d'avoir des réglages écrits dans un calepin en fonction de la température puis des élévations vont vraiment te permettre d'avoir un réglage qui est constant puis qui est efficace en fonction de tes besoins. T'sais. Puis ça, c'est des choses souvent que les gens oublient puis font pas tout de suite, mais c'est la base. Avant de commencer à jouer avec des artifices comme ça puis des morceaux qui coûtent extrêmement cher, ben il y a moyen d'optimiser ton réglage avec la base, puis un peu de connaissance, puis un peu de test, puis de faire la même piste pendant 5-6 fois avec des petits réglages différents pour voir comment tu peux optimiser ton vélo pour certaines applications. Là, mettons, le vélo que Run and Done utilise actuellement, ou qu'il a utilisé en 2025 sur la Coupe du Monde en descente, est-ce que c'est un vélo qu'on peut acheter en magasin, qu'on peut commander? Non, c'est pas le même vélo. Il ressemble beaucoup. Là, en fait, je vous donne un scoop aujourd'hui, là, seulement sur Mountain Bike Québec Podcast. Le vélo de descente va être revampé pour la saison prochaine. Okay. Donc, on a un tout nouveau bike qui va sortir février probablement. Donc, nos détaillants les ont déjà en commande. Ils s'en viennent là, en boutique près de chez vous là, dès le printemps. Mais c'est un tout nouveau bike qui va être vraiment inspiré de ce que les athlètes roulent depuis 3 saisons. Donc, sensiblement la même sélection de tubes, donc des tubes hydroformés qui sont super jolis, la possibilité de mettre des poids à certains endroits sur le vélo, donc près du boîtier de pédalier pour ajouter un peu plus de poids, garder plus de stabilité. Okay. Des ajustements au niveau des pattes de dérailleur, donc on a des pattes de dérailleur interchangeables pour jouer avec la longueur de l'empattement du vélo, jouer avec la géométrie. Donc, c'est toutes des petites choses qui sont vraiment qu'on retrouve sur le vélo de coureur en ce moment, puis qui vont être intégrés sur le vélo de production pour la saison prochaine. OK, cool. Donc, il y a 2 choses qui seront pas sur le vélo de production. Il y en a un qui c'est la portion du boîtier de pédalier.
Donc, sur le vélo de descente, pour les plus rigoureux, là, ceux qui veulent zoomer comme faut sur les photos, là, vous allez voir que toute la partie du boîtier de pédalier est vissée sur le cadre. Donc, un peu comme un vélo électrique au niveau de la portion du moteur. Fait que ce que ça permet, c'est d'avoir un seul châssis, mais plusieurs portions de boîtier de pédalier qui te permettent de jouer avec la géométrie du vélo. Fait que certains parcours vont avoir un boîtier qui va être plus bas, certains parcours vont avoir un boîtier plus haut, ou en fonction des différents athlètes dans l'équipe, sont capables d'avoir un cadre, puis d'avoir des BB différents pour jouer avec des hauteurs de BB, puis des géométries différentes pour les différents athlètes. L'autre chose qui est unique sur le vélo de course, c'est la colonne de direction. Donc, ils ont une espèce de portée. C'est comme si on peut jouer avec le reach sur le vélo de plus de 25 mm. Okay. Sur le vélo de production, ça va être des angle sets, donc un jeu de direction interchangeable avec lequel on peut jouer là, sur l'angle de fourche. Donc, c'est quelque chose qui est plus commun, qui est plus standard. Le souci qu'on a avec des grandes colonnes de direction comme ça, interchangeables, c'est que ça peut générer beaucoup de craquements. Fait qu'il faut démonter ça souvent, il faut graisser ça souvent, tandis qu'un angle set standard, c'est pas de problème, c'est pas de souci. Donc, mais esthétiquement, quand tu le regardes, il est pareil comme le bike de coureur. Ouais. OK. Cool. Bon, on a parlé beaucoup de vélos. Vous avez, c'est ça, plein d'autres marques. On a parlé des casques tout à l'heure. Une des choses aussi qui est des nouveautés cette année, c'est là, c'est pas nouveau, mais vous êtes représentant de la marque Wolf-Tooth, qui est une marque de composantes de pièces de vélo. On parle de chainring, plein de trucs comme mettons des manettes pour les tiges de selle télescopiques. On parle aussi de tiges de selle télescopiques. Puis là récemment la compagnie vient de lancer en grande pompe une série de pédales clipless ou des pédales à clip qui ont nommé Control, Alternate et puis Delete. Je trouve ça super intéressant, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu parce qu'il y a quelque chose vraiment là de différent dans ce qui est présenté comme offre, malgré que ça c'est des pédales SPD qui est comme le standard pas mal là, au niveau de l'industrie du vélo là, mais Wolf-Tooth en fait c'est une bande de tripeux de vélo. Les gars c'est des machinistes, c'est des ingénieurs mécaniques, puis leur obsession c'est toujours de fabriquer des pièces qui se distinguent du marché puis qui répondent à des solutions qui existent pas un peu dans le produit. Leur grande fierté, c'est qu'ils fabriquent tout directement dans leurs usines aux États-Unis. C'est une de leurs grandes fiertés. Il n'y a rien qui est fait en Asie. Donc, la nouvelle série de pédales, en fait, ont sorti 3 modèles qui sont fabriqués d'un bout à l'autre aux États-Unis. L'aspect primaire, ce qui les rend uniques sur le marché, c'est que les axes sont mais en fait, on peut jouer avec le Q-Factor. Le Q-Factor, là, c'est la largeur entre les manivelles du bras de pédalier. Donc, en jouant avec des morceaux à l'interne, donc avec des bushings et des bearings, sans changer de pièce, on est capable de jouer avec 3 différentes configurations de largeur. Fait que ça devient intéressant pour des gens qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, certaines applications spécifiques. Donc, on peut, tu sais, sur le marché en ce moment, là, il y a pas vraiment d'offre de produit qui peut le faire sans changer de pièce. Souvent, on doit changer l'axe au complet. Ou c'est la pédale qui doit être commandée avec un avec un axe qui est spécifique. Donc, ça, c'est assez simple. J'ai regardé le vidéo sur la chaîne de Wolf-Tooth et puis t'as besoin d'une coupe de clés Allen et puis c'est à peu près tout. Là, c'est comme tu dis, c'est les mêmes pièces. Tu fais juste inverser des spacers, genre de washers, des petits washers à l'intérieur. Ouais, puis tu peux jouer avec ça. Là, je pense que tu peux jouer entre 95, 97, 99 mm de. Ouais. Si quelqu'un voudrait faire du fine-tuning encore plus, tu peux acheter un axe séparé qui, là, lui, va avoir des 0.5 au niveau du changement de largeur. L'autre aspect qui est unique, c'est que la pédale est reconditionnable d'un bout à l'autre. Donc, chacune des pièces mobiles peut être commandée et remplacée. Tu sais, Wolf-Tooth, leur grosse obsession, je te dirais leur mantra, c'est right to repair en anglais là. Fait que c'est le droit de réparer. Pour eux, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu investis dans une composante, tant une tige de selle, une pédale, après 3, 4, 5, 10 ans, lorsque tu veux la reconditionner, tu as accès vraiment à chacune des petites pièces. Donc tu as une chute, tu accroches la pédale sur une roche, quoi que ce soit, tu peux remplacer chacun des petits morceaux, ce qui est pas le cas avec tous les fabricants de pédales. Puis en plus, ils sont disponibles en mauve. Ça sont anodisés. Puis on en a une paire ici devant nous. Là, ça, c'est le modèle Trail que tu as apporté. Puis c'est ça. Non, ils ont 3 modèles. Il y a le modèle comme descente. Je dirais plus une pédale de trail, vraiment cross-country trail. La contrôle, en fait, l'obsession, c'est d'avoir une plaque
Donc, une surface de contact, d'appui au niveau de la chaussure qui va être très, très large. Donc, ça donne, en fait, sensiblement le même appui qu'une pédale type descente, si on veut, maintenant qui ont des cages qui sont très larges par-dessus. Par contre, quand tu regardes, elle ressemble un peu plus à une pédale de type cross-country. Donc, il n'y a pas une aussi grande cage de chaque côté. Par contre, l'appui latéral est vraiment le même. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont acheté à peu près 25 paires de chaussures différents, puis ils ont toutes modélisées avec un laser pour vraiment aller s'assurer que l'interface entre la pédale puis les différents types de chaussures, tant de descente, de cross-country, ça soit compatible avec le maximum de chaussures possible. Après ça, ils ont la pédale de type cross-country standard, qui ressemble vraiment à une pédale vraiment là, de cross conventionnelle, avec un appui qui est assez large, mais plus léger, plus petit. Puis ensuite, la pédale de gravier, ben elle est unique parce qu'elle a seulement un côté qui te permet de clipper. Puis l'idée, en fait, c'est d'avoir la pédale la plus légère possible. Donc, elle est très light. Là. Si vous comparez, exemple, avec les pédales Shimano qui sont un peu le standard en ce moment dans l'industrie, ou les pédales Time qui sont très légères, ben les Wolf Tooth sont une couple de grammes de plus light encore. Puis même, moi actuellement, celles que j'ai, c'est des Crank Brothers Egg Beater, qui est quand même assez minimaliste, là. Puis ils sont encore plus légères que ça. Donc, je pense qu'il y a comme pour la paire, là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est pas mal, je vous dirais, pas loin autour de 80 grammes plus léger, là, pour la paire, je pense. Ouais, super intéressant. Puis ça donne le goût des essayer. Tu vas pouvoir partir avec, là, tu vas aller rider ça. Écoutez, je vais les tester, puis je vous en parlerai, parce que c'est un beau produit qui est vraiment très bien fait là à l'œil pour avoir testé puis roulé toutes sortes de pédales de toutes les marques là possibles et imaginables. Je peux voir, tu sais, que certainement, ils ont mis de l'effort pour s'assurer que c'est une pédale qui va bien dégager la boue. Ça va donner quelque chose de le fun à tester. Je vais vous en reparler. C'est bon. Stay tuned. Prochain épisode, c'est sûr, on va vous en jaser, donner l'appréciation de ça, voir. On va tester ça dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, c'est ça, vous avez plein de produits, des outils, justement, Wolf Tooth, ils font une gamme de produits multi-tools. Les plateaux de remplacement, est-ce qu'on vend le plus, en ovale, régulier, on offre des solutions un peu uniques. Tu sais, tantôt, tu me parlais de ton vélo, Stevie ride un beau vélo Opus, tout le monde, il est malade, son gravel, puis il voulait changer son plateau avant, mais c'est pas toutes les fabricants qui font des plateaux de 42 dents avec un standard vélo de montagne au niveau du boulonnage. Donc, Wolf Tooth offre des solutions un peu uniques comme ça. Tiges de sel télescopiques qui sont reconditionnables en petits morceaux au complet d'un bout à l'autre. Des poignées également. On fait des poignées de silicone type cross-country ou des lock-on qui sont super populaires. Tous les petits morceaux anodisés, là. Donc, vous cherchez des entretoises, un jeu de direction, des lock rings, des vis de porte-bouteille. Donc, des fois, c'est rigolo, mais t'achètes un beau vélo de montagne, un beau vélo de route, puis t'as envie de le personnaliser un petit peu, ben, pour 200-300$, t'es capable de donner un look qui est vraiment unique à ton vélo avec des pièces comme ça anodisées qui vont le rendre vraiment unique, t'sais. Fait que ça, c'est une belle façon, je trouve, de personnaliser le vélo, puis tout est fabriqué aux États-Unis au complet, ils en sont très fiers, donc c'est une belle gamme de produits là. Exact. Mais effectivement, on a un portfolio qui est très large chez OGC. Pratiquement tous les magasins de vélo, magasins de sport font affaire avec nous à plus ou moins gros volume. Donc on est un distributeur important au niveau canadien. Donc on en est très fiers là. On offre une gamme de produits qui se distingue, qui est souvent numéro 1 dans les différentes catégories. Puis notre obsession, c'est d'offrir un bon service à nos détaillants, d'être présent, de supporter la scène locale, moi mon rôle en fait en tant que représentant, c'est de présenter les nouveaux produits, d'offrir du service aux détaillants, de régler des problèmes, de faire des formations dans les magasins, m'assurer que le marchandisage des produits est adéquat. Donc puis de partager notre passion pour le vélo, de leur tenir au courant des nouveautés, puis de ce qui s'en vient également plus loin. Puis au final, notre rôle, on est des conseillers d'affaires. C'est vraiment ça, tu sais. Là, moi, où je trouve que mon travail est fait, c'est quand un détaillant m'appelle puis me demande conseil à propos de d'autres marques ou de d'autres produits ou de « Hey, quelle marque de vélo je devrais rentrer l'année prochaine entre telle et telle », même si c'est pas nécessairement des produits que nous, on distribue,
Mais si moi, je suis là pour être un bon conseiller, puis de partager mon expérience, puis de partager ma connaissance du milieu global avec mes partenaires pour m'assurer qu'ils puissent passer aux prochaines étapes puis grandir dans sa business, ben c'est là que ma job est fait là, à un certain point. T'sais. Fait que c'est une job que j'adore. Je me considère extrêmement chanceux en fait de faire ça comme travail, puis de travailler pour OGC, qui est une belle business, qui est une entreprise qui est un peu familiale si on veut, puis qui est chaleureuse là, tu sais. Toi, c'est dans ton travail, c'est quoi qui te ferait triper le plus? C'est-tu l'aspect social, l'aspect rencontrer les gens, ou c'est plus le côté technique? Je peux pas c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Tu sais, je suis un peu comme toi. Je suis un tripeux de vélo. Je suis un fanatique. J'aime les belles choses. J'aime les petits morceaux. De par mon passé, j'ai une bonne connaissance du travail que ça prend pour fabriquer des petits morceaux comme ça, ou des belles pièces, ou des vélos au complet, tu sais. Fait que c'est un peu de tout. J'aime être en relation avec mes collègues, puis mes détaillants, mes partenaires aussi. J'aime jaser, j'aime parler de bicycle. Mais au final, ce qui m'anime, c'est que j'aime en faire du bicycle. Fait que ça reste à ça. C'est une partie importante de ma vie. C'est mon exutoire. C'est ce qui me valorise à un certain point. Puis c'est ce qui me permet de trouver un équilibre entre ma vie familiale, ma vie professionnelle, puis ben ma passion, tu sais. Fait que c'est un peu de tout là. Des fois je suis peut-être un peu excessif dans ma pratique, mais c'est ce qui me définit, puis c'est ce qui me rend un peu comme je suis. C'est quoi ton bike? T'en as peut-être plusieurs, mais c'est ton bike, ton bike préféré par exemple, c'est quoi? C'est une bonne question, mon bike préféré. Celui que j'utilise le plus, c'est un vélo de montagne enduro, un Foxy. Chez Mondraker. Fait que c'est un vélo qui a 170 mm à l'avant, 150 en arrière, 29 pouces, c'est un cadre carbone. Donc, c'est un bike qui pèse autour de 30 livres, qui est quand même très léger. Fait que c'est mon outil de prédilection parce que je peux tout faire avec. Donc, je peux faire des belles rides de cross-country, je peux aller prendre une chaise ou deux, faire de la descente. Donc, tu peux le pédaler. Ouais, il se pédale super bien, là. C'est vraiment un bike qui était très, très efficace. Fait que c'est celui que j'utilise le plus aujourd'hui. Après ça, ben j'ai un vélo de descente aussi que j'utilise à certaines occasions. C'est mon passé un peu. J'ai fait de la course de descente longtemps. Fait que c'est drôle parce que j'ai pas eu de vélo de descente pendant presque 8 ans. Donc, où j'avais seulement des vélos d'enduro, puis je trouvais que ça faisait très bien le travail. Puis là, ben il y a quelques années, je m'en suis repris un, puis c'est le fun, hein, ça va vite. Ça a changé aussi, là, j'imagine. Les bikes ont changé, ouais. Moi, mon dernier vélo de descente, c'était un 26 pouces, là. Fait que quand je suis tombé avec un bike 29 pouces, puis aujourd'hui des vélos molettes, ben, c'est sûr que c'était différent. Les suspensions, tout ça, s'est amélioré beaucoup aussi. Les freins sont beaucoup améliorés avec le temps. J'ai un vélo électrique aussi. Donc, j'ai un vélo léger électrique, il s'appelle le Neat, en fait, là, que j'ai utilisé pendant 2 saisons, que j'ai adoré. Donc, avec une motorisation TQ, c'est un bike qui pesait 40 livres. Fait que ça, c'était vraiment agréable aussi. Facile à piloter. On retrouvait les mêmes sensations en descente, du moins très près des mêmes sensations en descendant. J'ai un vélo de gravier aussi que j'utilise quand même plus fin de saison. Donc, avant que les sentiers ouvrent, je vais me mettre un peu plus faire de millage, me mettre en forme, faire chauffer la patate un peu. Fait que ça, j'en fais une couple de fois dans l'été ou pour changer le mal de place, mais c'est pas mon premier choix, disons, quand j'arrive dans le garage. J'aime plus aller rouler en montagne que sur le gravier. Par contre, je trouve que c'est très agréable pour changer le mal de place, participer à certains événements comme le Gravel Oudia, les 100 B7, le Big Red. Il y a des super beaux événements de gravier maintenant au Québec. J'ai un petit vélo de dirt jump que je viens utiliser ici au Centre national sur la pomme track pour encore là jouer avec mon petit garçon de 7 ans puis juste changer le mal de place. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre aussi dans le garage? J'ai un hardtail que Philippe Benoît m'a fabriqué, un cadre en acier que j'utilise à l'occasion aussi, encore là pour rouler en famille ou pour faire vraiment des rides de cross-country. Puis j'ai un fat bike également que Philippe m'a fabriqué en acier aussi. Que là j'utilise vraiment pour tous les mois d'hiver. Donc j'étais un gros tripeux de ski alpin aussi, un peu de ski touring, surtout en début de saison ou quand il y a de la neige. Puis ben le fat, moi je trouve que c'est une valeur refuge. Donc quand le ski est bon, d'habitude le fat est pas bon parce qu'il y a de la neige puis ça marche pas. Puis quand le ski est pas trop beau puis que c'est sa tôle puis que c'est dur, ben là le fat bike est vraiment agréable. Puis ici on est chanceux à Bromont, on a un réseau qui est complètement, tu sais, on roule sensiblement les mêmes trails que l'été. Puis on a une gang de bénévoles complètement dédiés avec de la machinerie qui vont taper les sentiers. Ça fait longtemps là, que je fais du fat, ça doit faire 12 ans. Puis à l'époque, en fait, on n'avait pas de pistes qui étaient damées. Donc, on ridait des pistes de randonnée pédestre qui étaient fréquentées par les marcheurs, qui faisaient qu'on avait un beau territoire.
Puis un des spots que j'aime vraiment aller encore à chaque année, c'est à Offord, là, autour de l'étang aux Cerises, au parc national du Mont Offord. Les sentiers sont juste complètement hallucinants. Maintenant, il y a une offre de sentiers vraiment officielle Fat Bike, mais il y a des sentiers de randonnée qui sont extrêmement fréquentés pendant l'hiver aussi. Fait qu'on va le soir, on n'est pas dans les jambes, on dérange personne, puis il y a un réseau qui est super le fun en fait, avec des sentiers qui sont très rapides. Vraiment le fun à utiliser. Fait que je vous invite tout le monde à aller faire un tour là cet hiver. Ça s'en vient vite. National du Mont-Offord. Ça, malheureusement, oui. Au niveau des pneumatiques, parce que c'est ça, tantôt, c'est quoi tes pneus de prédilection, mettons sur ton bike d'enduro? Ben encore là, j'ai la chance de tester plein de trucs, de jouer avec beaucoup de pneumatiques. Ces dernières saisons, mon choix de prédilection a été chez Continental avec la nouvelle série Crypt Total qui a été revampée depuis 2 saisons. La raison majeure d'un, c'est la durabilité. C'est un pneu, tu sais, j'ai eu la chance de vendre plusieurs marques de pneus au fil du temps. Là, j'ai vendu Maxxis, j'ai vendu plein d'autres compagnies. Puis là où ça se distingue, c'est vraiment la durabilité. Donc un pneu va faire une saison, même des fois un peu plus là, versus certains autres marques de pneus qui vont avoir des gommes qui vont se désagréger vraiment plus rapidement. Là, on a déjà vu des pneus qui ont fait 2 week-ends à Bromont puis qui étaient plus bons, qui étaient terminés. Les Conti ont vraiment une belle durabilité puis une grip qui est super. 3 casings, donc on offre là une carcasse vraiment plus cross-country, un pneu enduro puis un pneu vraiment de descente. Ce qui est le fun aussi d'analyser, des fois le diable est dans les détails. Un pneu enduro, un pneu de descente chez Continental va être plus léger que le pneu de descente chez Maxxis. Donc, il va avoir une construction qui est un peu différente, quand même quelques centaines de grammes plus léger. Fait que ça fait une grosse différence. Au niveau gravier puis au niveau cross-country, j'utilise beaucoup plus les Vittoria. Donc, les Mescal, par exemple, les Barzo, qui sont vraiment les pneus de prédilection, plus secs et mouillés. Puis au niveau gravier, ben c'est la série Terino là, qui est très, très appréciée chez Vittoria. Donc, on fait à peu près 8 différents modèles en fonction du type de terrain. Donc, ceux qu'on utilise le plus, là, ça va être le T50, le T30. Fait que vraiment des pneus qui sont polyvalents, parfaits pour jouer dans la région ici. On est chanceux ici, là, on a un réseau de chemins de terre qui est complètement hallucinant. Aller jouer dans le coin de Sutton, de Cowansville, de Bolton. Puis encore là, on peut jouer dans la montagne aussi. Des fois, je couche mon petit gars, je m'en vais faire une petite ride de fin de soirée, ben on fait une C1, la piste qui fait le tour de la montagne, puis ensuite on fait une 21 up and down. Fait que ça fait comme deux types de riding très différents, un effort soutenu pour une montée de 400 mètres, puis ensuite juste des relances, puis des petits efforts soutenus dans la C1, puis choisir les bonnes lignes parce qu'il y a des endroits où c'est quand même assez cassé, tu sais. Fait que les Vittoria offrent vraiment une belle polyvalence, je trouve, au niveau pneumatique, belle durabilité, facile à monter tubeless directement. Oui. C'est mes choix c'est mes go-to là en ce moment. C'est cool. Ouais, moi les Continental, Crypt Total, je les ai roulés pendant 3 saisons. Vraiment adorés. Ils sont encore potables. Là. Ouais. Là, je suis en train de tester d'autres pneus, là, mais c'est encore parmi mes préférés. Là. Pour la saison prochaine, en ce moment, le descente est offert en 2 gommes. Donc, on a le super soft et le soft. Mais pour la saison prochaine, on fait le même traitement avec le pneu enduro. Donc, pour le moment, le enduro est disponible seulement avec la gomme soft. Mais là, pour 2026, on va l'avoir disponible en super soft également. Vraiment pour les conditions. Tu sais, dans le sec, là, il n'y a pas une immense différence, mais c'est dans le mouillé ou des conditions froides où là, il y a une petite adhérence additionnelle avec la gomme super soft. Mais je dois dire, ces pneus-là, ils ont une grippe incroyable. Là. J'ai jamais... jusqu'à ces pneus-là, j'avais jamais expérimenté là, des pneus qui collaient autant. Là. Ça a été bien impressionnant. Good. Écoute, as-tu des projets qui s'en viennent pour toi au cours de l'année? Non, rien spécial. Des projets de voyage? J'étais excité du ski alpin. Cette année, on va faire quelques petits voyages de ski alpin là en famille. C'est ce qui est au programme. Ça fait des années qu'on n'a pas voyagé en famille pour le ski. Fait que ça va être le fun de faire ça, faire découvrir les grosses montagnes aux petits bonhommes. Pour le vélo, ben non, rester dans les parages, rouler dans le coin, puis il y a sûrement de quoi qui va sortir éventuellement, mais pour l'instant, non, j'ai pas de projet majeur. Tu sais, là, moi, je viens de terminer, en fait, ma grosse saison de placement avec mes détaillants, donc tous les bookings pour l'été prochain, puis là, on est déjà dans la saison d'hiver, donc on vend les casques, les lunettes de ski avec Giro pour l'hiver. Fait que là, on est dans les formations, les cliniques, tout ça qui se passe en ce moment, fait qu'on donne un go là-dessus. Puis après ça, ben, on se croise les doigts pour avoir de la belle poudreuse pour faire du beau ski
dans les prochains mois. Exact, c'est sûr. Les casques aussi, c'était un autre sujet. On peut aller loin là-dedans, peut-être à un autre moment donné. Mais c'est génial. Fait que je vais te souhaiter un bel hiver, puisque c'est ça qui s'en vient. Merci mon Steve, à toi aussi. On se reparle, puis peut-être à un moment donné, on adressera d'autres sujets. Et tu me tiendras au courant. Je suis disponible, ça me fait plaisir de parler de bicycle, on aime ça. Ben oui, puis d'autres nouveautés qui s'en viennent, ça reste toujours intéressant. Puis encore une fois, je vais tester les pédales Wolverine, puis je vais vous en parler tout le monde, voir comment est-ce que je les aurais aimées, puis j'ai bon espoir que ça va être une pédale super agréable à utiliser. Un dernier mot, peut-être... merci Steve de faire rayonner la culture du vélo de montagne au Québec. Je pense que tu es un acteur important là-dedans. C'est le fun que tu donnes la parole à nos athlètes, à nos gens de l'industrie. On est choyés ici au Québec d'avoir un si beau... une si belle communauté en fait qui se mobilise puis qui raide ensemble, des beaux événements qui s'en viennent pour la saison prochaine encore là, tant au niveau gravel, vélo de montagne. On a un réseau de détaillants qui est passionné, des gens qui trippent, qui en font du bicycle, fait que continuons dans cette évolution-là, puis j'espère que tout le monde va avoir une belle saison encore l'année prochaine. Faites-vous pas mal, respectez vos limites, allez-y progressivement. Des fois, on voit qu'il y a beaucoup de blessures dans notre sport aussi, fait que des fois il faut prendre le temps de se donner du millage puis d'y aller progressivement pour pas sauter d'étapes. Fait que c'est ce que je souhaite à tout le monde, de rester en santé puis de pouvoir en faire pour longtemps. Puis les fêtes s'en viennent, si les gens vous cherchez des idées de cadeaux là, des idées de progression, des formations pour l'an prochain là, vraiment vous avez plusieurs belles compagnies ici dans la région qui offrent des cours, des séances, je pense à Bike Skills ici à Bromont, Mélanie puis Yann qui offrent des services de coaching qui sont irréprochables. Toute l'équipe ici au Centre national qui offre des programmes tant personnalisés, des programmes pour les jeunes, des camps d'été. Donc, quand vous étiez petit, là, vous êtes allé suivre des cours de conduite, puis vous avez suivi des cours de natation, ben c'est pareil pour le vélo. Là, on a beau se pratiquer, on a beau rider, ben tant au niveau de la préparation physique qu'au niveau des habiletés, si vous voulez pas vous blesser puis en faire longtemps, ben allez chercher de l'expertise. On a ici locales qui sont bonnes, fait que oui. Profitez-en. Il n'y a pas de gêne à avoir là-dedans, puis au contraire, là, c'est un beau cadeau à se payer. Ben, vous allez être fiers vous allez voir les habiletés, puis vous allez voir comment vous allez devenir des meilleurs pilotes assez rapidement. Fait que c'est essentiel si vous voulez continuer longtemps dans le sport. Puis aller faire la grosse drop là au sentier du Moulin, ça va être malade. Yes. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée. Merci mon Steve. Salut tout le monde. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et bon riding!